Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue sur Mountain Planet 2024, carrefour des neiges du monde entier. Durant 3 jours et tous les 2 ans en alternance avec Innsbruck, Grenoble devient la capitale mondiale de l'aménagement en montagne. L'aménagement en montagne, c'est par exemple 350 millions d'euros d'investissement pour les domaines skiables par an, avec de plus en plus d'actions en faveur du développement durable. Durant cette spéciale à Alpe Expo, spéciale Esprit Montagne, nous allons aborder la question de l'enneigement de culture avec des gens qui ont la culture de la neige. Nous aborderons aussi la diversification des activités avec des investissements à l'année. Et nous irons également aussi à la rencontre de la station de Champs-Rousses. Pour parler de neige de culture, nous verrons les spécialistes techno-alpins et Snosat. Et pour parler d'aménagement, le géant Poma. Mais rentrons tout de suite dans le vif du sujet dans ce Mountain Planet 2024. Avant de parler d'activité montagne à l'année, on va aborder cette sacro-sainte saison d'hiver qui se termine. Saison qu'il faut le garantir avec de l'enneigement. Et quand on parle neige de culture et culture de la neige, on parle bien sûr techno-alpin. Je suis avec Max Rougeau. Max, bonjour. Bonjour. Cette neige de culture, on en parle beaucoup. Mais avant d'en parler, est-ce que vous nous présentez Techno-Alpin ? Oui, bien sûr. Je vous remercie de venir voir Techno-Alpin à Mountain Planet. Alors, Techno-Alpin, c'est un groupe italien, leader mondial de la neige de culture. On a à peu près 60% de part de marché. On équipe toutes les stations, tous les domaines skiables, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et bien entendu en France, pour lequel on a à peu près 80% de part de marché. Donc, et on est leader de l'innovation depuis 1990. On a beaucoup travaillé à améliorer ce produit neige de culture pour offrir les outils les plus performants aux exploitants de domaines skiables. Alors quand on parle neige de culture en France, ça représente quelle couverture du domaine et comment peut-on se comparer par rapport aux Européens ? Alors, le taux de couverture en France, on est un petit peu en dessous de 40% de taux de couverture sur les domaines skiables. Alors, bien sûr, avec des variations très importantes selon les massifs et selon les vallées. Et on est un petit peu en retard par rapport aux autres marchés européens. Les Dolomites, on va à peu près avoir 90% de taux de couverture, 70% en Autriche, 60% en Suisse. Donc, il y a encore une marge de progression pour les domaines skiables français pour rattraper un petit peu les autres stations européennes. Et quelles sont les perspectives d'ici 2030 ? Alors les perspectives sont intéressantes, on travaille beaucoup sur des extensions, des installations de neige de culture, on travaille beaucoup sur de l'optimisation, apporter plus de performance et bien entendu maintenant quand un exploitant va remplacer un appareil ou installer un nouvel appareil, forcément il va y avoir une installation de neige de culture pour garantir l'exploitation de la nouvelle machine qui a été installée. Alors, on le disait en préambule, il y a un peu de fantasme autour de l'enneigement, la neige de culture. Comment ça se fabrique cette neige de culture ? Ça reste de l'eau et de l'air ? Ah, bien sûr, le principe est très simple, c'est de l'eau et de l'air pulvérisés dans un environnement froid. Donc on va simplement venir congeler cette eau et cet air et déposer la neige sur la piste. Mais j'imagine qu'en quelques années, on a réussi à progresser. Quelles sont les évolutions et les techniques sur cette thématique de l'enneigement de culture ? Alors, on a beaucoup travaillé sur la performance énergétique. C'est un élément essentiel. On a beaucoup travaillé à réduire les consommations énergétiques des enneigeurs et réduire la consommation énergétique pour la production de neige de culture. Et comment on arrive à réduire cette énergie, ce coût de l'énergie ? Alors avec un travail de R&D, un travail d'innovation, un travail de recherche très important. On a beaucoup travaillé sur les bus des enneigeurs, on a beaucoup travaillé sur les débits, sur la manière dont le flux d'air est entraîné. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à avoir une production vertueuse et on essaye d'être
très durable dans les solutions qu'on propose aux exploitants de domaines skiables. Parce qu'on sait très bien que, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a un petit peu de fantasme autour de cette neige de culture, mais on va juste... Des interrogations qui peuvent être légitimes. On vient juste prélever de l'eau, la congeler, et ensuite on la restitue au milieu naturel. Et quelle est la température, j'allais dire, idéale pour produire cette neige de culture, là où on va être le plus performant? Alors, on a aussi beaucoup travaillé sur les températures auxquelles on peut commencer à produire la neige de culture. C'est quoi la température auquel on peut commencer? On peut commencer à produire à moins 1,5 degré. Mais c'est vrai que plus il va faire froid et plus les installations seront performantes. On parlait de l'environnement, quel est l'impact justement sur l'environnement? Il y a des études qui sont sorties, vous arrivez maintenant à voir et à pouvoir progresser aussi pour minimiser cet impact? Bien sûr, tout à fait. Il y a des études qui ont été faites, mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'eau est prélevée, elle est restituée. Donc finalement, l'impact, il est relativement mineur sur l'environnement. Et comme je le disais aussi, les outils qu'on propose aux exploitants, on leur donne les outils pour qu'ils produisent la juste neige, juste ce dont ils ont besoin pour exploiter leur piste et pour offrir les meilleures conditions de glisse à leurs clients du début jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que vous avez pu estimer la prolongation de l'enneigement quand on est sur une piste où il y a de la neige de culture, de la neige aussi naturelle et que cette neige est entretenue et damée? Alors effectivement, il faut savoir que les skieurs vont principalement skier sur un mélange de neige de culture et de neige naturelle. Et une fois que tout a été damé par les engins de damage, finalement vous avez un manteau neigeux qui est très, très performant pour le ski et qui va avoir une grande longévité tout au long de la saison. Max, merci. Alors maintenant, nous allons nous rendre sur le voisin de SNOSAT. Une fois que cette neige est produite, il faut désormais la garantir, il faut l'entretenir. Et ça, c'est aussi le sujet de SNOSAT qui permet aux dameurs d'avoir un outil pour être justement le plus près possible dans la garantie neige. Bonjour Olivier Argois, vous êtes président, directeur technique de SNOSAT? Oui, c'est ça. Je travaille à SNOSAT depuis une douzaine d'années et on travaille vraiment cette neige et on a à cœur de l'étaler du mieux possible et de gérer la production du mieux possible. On va parler de tout ça, mais parlez-nous d'abord de SNOSAT. Ça appartient à qui? C'est dans quel groupe? SNOSAT, on fait partie du groupe Kässbohrer. On est ensemble depuis une douzaine d'années et du coup, grâce à Kässbohrer, on est présent sur tous les pays de la neige et on peut aider tous ces pays. Alors, qu'est-ce qu'offre SNOSAT? C'est quoi le concept? Le concept de SNOSAT, c'est de mesurer la neige qui est disponible sur les pistes, qu'elle ait été produite techniquement ou qu'elle soit naturelle. On mesure et du coup, on est capable, en connaissant les bonnes quantités, de savoir où mettre la neige, où la déplacer et d'essayer de savoir jusqu'où on peut tenir pour tenir les pistes le plus longtemps possible. C'est un outil qui permet de damer au plus juste, c'est ça? C'est ça. On dame au plus juste. Le chauffeur dans la machine peut vraiment voir les zones où il y a des manques, les zones où il y a des surplus, peut aller déplacer de la neige. Et c'est ça tout le concept. Éviter d'avoir des trous d'enneigement, de perdre des pistes à cause du manque de neige dans certaines parties et vraiment de faire durer le manteau neigeux le plus longtemps possible. Donc j'imagine qu'on est aux confins de la technologie, de l'innovation. Quand on dit SNOSAT, c'est satellite. Comment ça marche? Alors, avant tout, on fait des relevés du terrain pendant l'été qui nous montrent la modélisation du sol en 3D. Et puis pendant l'hiver, on vient passer dessus avec la dameuse. La dameuse est équipée de capteurs GPS qui sont précis au centimètre. Et avec tout un tas de calculs, on arrive à recalculer précisément sous la dameuse la quantité de neige qui est réellement présente. Est-ce que vous arrivez à estimer la prolongation de l'enneigement possible grâce à l'utilisation de cette technologie? Avec les données d'historique qu'on accumule, on arrive à comparer les saisons l'une à l'autre, les pistes par piste ou par plus grands ensembles, et on compare les courbes d'évolution de fonte des pistes. Et du coup, on sait se donner des probabilités d'être capable de rester ouvert jusqu'à la fermeture, ou prévue ou non. Comment se passe le travail en collaboration avec le service des pistes ou les dameurs? Il y a des formations, comment vous accompagnez tout ça? Alors nous, on organise des formations, bien sûr, mais surtout ce qu'on a opéré et ce qu'on a vu opérer avec l'arrivée de nos produits, c'est des changements dans l'organisation des stations de ski, avec notamment beaucoup la création des pôles neige, où on va retrouver, travailler ensemble aussi bien la nivoculture que le service du damage, qui étaient des départements qui travaillaient assez séparés jusqu'à l'arrivée de ces outils,
qui ont mis tout le monde autour de la table. Alors concrètement, je suis aux commandes de cet engin derrière et quand je suis le chauffeur de la dameuse, quand j'ai SnowSat, j'ai une vision à combien, un périmètre de combien pour savoir où est l'enneigement et quelle est l'épaisseur de la neige? Alors avec notre dernière nouveauté qui est le LIDAR, on a une vision jusqu'à 30 mètres devant nous, ce qui permet de vraiment pouvoir aller chercher de la neige sur les bords de piste ou d'étaler les tas de neige technique le plus efficacement possible. Voilà ce que voit le chauffeur dans la machine. Mais il reçoit aussi tous ces travaux spécifiques qui seraient à faire et ainsi, du coup, ils sont plus oubliés et ça améliore la communication avec le service des pistes, avec les demandes spécifiques des pisteurs. Olivier, merci. On en sait un peu plus désormais sur la gestion de cet or blanc. Nous allons prendre un peu de hauteur, quitter le plancher des vaches pour rejoindre Poma, un géant de l'aménagement. Quand on dit géant de l'aménagement, on pense à Poma. On est sur le stand, on vous l'avait dit, il est grand, il est beau. Fabien Fely, merci de nous accueillir ici sur ce stand. On va parler avec vous de l'évolution des technologies pour s'adapter aux demandes de la clientèle, mais aussi pour s'adapter aux demandes des stations qui maintenant veulent des équipements à l'année. Mais avant de parler de ça, Poma, c'est plus qu'un constructeur de remontée mécanique. Alors on est, avec quasiment nos 90 ans d'histoire, on est évidemment un concepteur de solutions de mobilité. On est un concepteur de solutions aussi, on accompagne dans l'exploitation des remontées mécaniques dans l'urbain. Donc aujourd'hui, voilà, on est concepteur, utilisateur de nos remontées mécaniques et c'est ce qui nous permet justement de progresser et d'être très proche de nos clients. Alors la tendance actuellement dans l'équipement, il est à la réduction justement de ces équipements. C'est pas une bonne nouvelle quand on veut avoir des commandes. Alors, ce qui se passe en général en montagne, c'est que justement on remplace 3 petits appareils par un gros porteur. Donc ça fait déjà une grosse installation. Déjà, c'est très bien, c'est que ces projets arrivent. Donc on est favorable à ce que ces projets se fassent. Et ça fait des grosses installations. On voit par exemple en France qu'on fait principalement des grosses télécabines qui ont justement l'avantage de pouvoir être utilisées toute l'année par rapport à plusieurs télésièges fixes comme il y avait avant. Et puis ça permet aussi de libérer un peu les domaines, la nature d'équipements un peu obsolètes. Exactement, le but c'est de remplacer des télésièges avec beaucoup de pylônes par une télécabine avec moins d'appui qui permet d'être utilisée toute l'année pour utiliser aussi des piétons. Il y a des solutions comme les Télémix qui sont dans quelques stations françaises dont l'Alpe d'Huez qui ont l'avantage aussi d'avoir soit du ski au pied, soit des piétons, soit des groupes et une utilisation 4 saisons. Qu'est-ce que ça change de raisonner à l'année quand on investit, vous, pour la conception de ces remontées mécaniques? Aujourd'hui, on a, je dirais, l'avantage aussi de travailler depuis maintenant plus de 20 ans dans l'urbain. Poma, on a construit notre première télécabine urbaine à Medellín comme une référence. Et l'urbain nous a amené quoi? C'est justement cette utilisation 365 jours par an, de 5h du matin à 22h. Donc quand on travaille toute l'année avec des ascenseurs valéens par exemple, ou des remontées qui travaillent toute l'année, on est justement dans un fonctionnement où on doit aider l'exploitation avec des systèmes plus automatisés qui fonctionnent comme je dirais, il faut qu'on soit au niveau de disponibilité. En urbain, on est jugé sur le taux de dispo, c'est la même chose pour nos remontées en montagne. Alors il y a un exemple concret en ce moment, vous êtes sur le chantier du Gendry Express aux Deux Alpes. D'ailleurs, il va ouvrir quand ce Gendry? L'ouverture est prévue donc en fin d'année 2024, conformément au projet, au contrat. On fait ça en 2 ans, donc une très 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 belle réalisation avec une vitesse. C'est pas beaucoup 2 ans pour un tel. Ah non, 2 ans pour un appareil hors norme qui fait quasiment 7 km de long. On est vraiment sur un appareil qui est peut-être un des plus gros projets des Alpes. Pour nous, c'est une réalisation incroyable en technologie 3S avec une cabine qui est juste derrière nous. Et je ne sais pas si vous êtes assis dedans, mais un confort inégalable. On est aussi très attaché à l'environnement en montagne. On parle beaucoup du coût de l'énergie. Quelles sont les technologies que vous utilisez pour faire baisser justement la note de kilowattheure? C'est quelque chose qu'on a implémenté il y a déjà quelques années. On a beaucoup d'éléments qui permettent de faire baisser la note. Premièrement, il y a quelques années, on a commencé déjà à livrer dans tous nos systèmes une solution qui s'appelle l'EcoDrive, qui permet d'adapter la vitesse de fonctionnement à la queue et à la file d'attente, soit par des caméras, soit par une utilisation du moteur. On a des moteurs moins consommateurs en énergie. Et récemment aussi, on a lancé avec par exemple Michelin des nouveaux bandages qui limitent la friction, qui permettent justement de baisser la note énergétique. Autre innovation aussi qu'on met en place cette année à Saint-Gervais, on a lancé nos tout derniers balanciers. Alors c'est très technique, c'est des balanciers, mais ces balanciers prennent plus de charge, donc on peut limiter le nombre de pylônes sur la ligne. Donc finalement, on limite globalement l'empreinte
de Poma sur ce projet. On est ici à Mountain Planet, c'est l'équivalent du salon du Bourget pour les avionneurs. C'est toujours le moment où les avionneurs annoncent Boeing telle commande, Airbus telle commande. Vous, Poma, vous avez annoncé des commandes, vous avez des choses dans les cartons? Alors déjà, on est Airbus, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Aujourd'hui, J'ai bien Poma, compris. c'est le Airbus français. On est vraiment très fiers d'être l'Airbus, surtout vu l'actualité au niveau du monde de l'aviation. Donc, non, aujourd'hui, hier, on a signé des très belles commandes avec Châtel, par exemple, qui nous fait confiance pour 2 Régulièrement? appareils. Régulièrement, on est, je dirais maintenant, ça fait 8 appareils avec Poma depuis quelques années. On a aussi un client chinois très important, Tianman Shan, qui nous a fait confiance avec une commande très importante de 3 sections, 330 cabines faites chez Sigma à Verintulins, dans notre usine du groupe. Et on a aussi d'autres partenariats, comme on continue à aider par exemple la FFS et les jeunes. Les jeunes, la relève? La relève, c'est aussi ça, Poma, c'est d'être aux côtés des institutions. On est un acteur français, on est un acteur du territoire et on a vraiment besoin d'être auprès de nos institutions. Et voilà, on est dans la continuité de notre ADN. Quand on pense relève du ski français, on pense à 2030, aux Jeux Olympiques de 2030. Qu'est-ce que ça peut changer pour, j'allais dire, une entreprise comme Poma d'avoir un événement comme ça structurant pour le territoire? J'imagine que vous avez des idées, on parle beaucoup de mobilité douce. Forcément, vous allez trouver des terrains d'entente avec les Jeux 2030. Alors déjà, premièrement, je suis très fier et bravo aux équipes de la candidature. Vraiment, je suis très fier que ces Jeux arrivent en France. C'est très bon pour le ski, c'est bon pour le territoire. C'est vraiment une dynamique très forte et il faut accompagner ce mouvement. On a été très présent au championnat du monde à Courchevel comme un partenaire. C'est aussi notre devoir d'être présent. Pour les JO de 2030, clairement, un des atouts de la France, c'est d'avoir des infrastructures existantes. On voit la piste de l'Eclipse, on voit d'autres sites qui sont déjà équipés. La mobilité va arriver de la vallée. Le but, c'est justement de proposer des derniers kilomètres avec des connexions vallée, stations de montagne. Et c'est là où nos solutions de mobilité positives peuvent répondre à ces besoins. Et on a déjà des exemples comme Saint-Gervais-Stanay, comme dans les Pyrénées, comme Bourg-Saint-Maurice, comme Bride-les-Bains, où je pense que d'autres projets comme Bozelle-Courchevel vont pouvoir se faire, peut-être M-Lapline, peut-être d'autres vers Briançon. En tout cas, les solutions de transport pour l'accès aux montagnes sont bénéfiques pour la vallée, comme pour les stations de montagne. Eh bien, on va suivre ces beaux projets. On va rester dans l'ambiance olympique en allant dans une station Champs-Rousse qui a connu les Jeux en 68 à la rencontre de Frédéric Géromin. Nous sommes au cœur de Mountain Planet, dans l'allée centrale. Frédéric Géromin, que vient chercher un directeur de station de Champs-Rousse comme vous, ici à Mountain Planet? Alors tout d'abord, c'est un très grand rassemblement pour nous, la montagne, le monde de la montagne, avec des constructeurs, des fournisseurs et puis aussi beaucoup de start-up par rapport de l'innovation et aussi de la recherche pour nos sites de montagne, mais pas que. La saison d'hiver se termine. Parlez-nous un petit peu de la saison à Champs-Rousse. Comment ça s'est déroulé? Alors globalement, c'est une belle saison. On a eu, et c'est aujourd'hui, de la neige naturelle en début de saison, couplée avec la neige de production, qui nous a permis de faire une belle saison sur Champs-Rousse, avec une fréquentation de plus 14%. Et avec un développement de notre chiffre d'affaires de plus 20. Donc c'est pour ça que je dis cette saison 2023-2024 est une belle saison. Belle saison. Grâce aussi à l'enneigement de culture, comment cet équipement s'organise dans la station de Champs-Rousse? Qu'est-ce que ça représente l'enneigement de culture sur le domaine skiable de Champs-Rousse? Alors, on a une couverture en neige de production presque 50% de notre domaine. Ce qui est supérieur à la moyenne française? Oui, voilà. Et l'idée, c'est bien sûr, c'est de pouvoir aujourd'hui conforter, sécuriser l'ensemble de nos retours stations ski au pied. Donc, et par rapport à la production, à la gestion de cette neige de production, aujourd'hui, on est sur un secteur qui est stratégique. Et aujourd'hui, on s'équipe d'outils nouveaux, d'aide à la décision, qu'on installe sur nos engins de damage avec des radars de hauteur de neige qui nous permettent d'avoir en temps réel la hauteur de neige sous les chenilles et qui, bien sûr,
croise avec le service de production pour pouvoir produire de la neige aux bons endroits. Être pertinent dans la production. Être pertinent dans la production et dans la gestion aussi de cette fabrication et de nos ressources en eau, en air et en électricité. Il y a la question, quand on dit enneigement de culture, des retenues collinaires. Comment vous gérez cette question environnementale qui est un peu sensible? Oui, donc aujourd'hui sur Champs-Rousse, nous avons trois retenues qui nous permettent, j'irai bien sûr, de pouvoir avoir de la ressource en eau disponible, mais qui sont aujourd'hui multi-usages, qui permettent aussi sur une activité agricole estivale de pouvoir, le cas échéant, abreuvoir les troupeaux, de pouvoir aussi utiliser ces ressources sur de la réserve incendie et encore de pouvoir proposer à notre clientèle des activités aquatiques. Pas de baignade, mais en tous les cas des activités aquatiques. On va parler aussi de diversification à Champs-Rousse. Quels sont les chantiers que vous avez lancés, les équipements que vous avez développés pour pouvoir justement incarner cette diversification de l'activité? Voilà, on parle beaucoup de transition climatique, d'activités complémentaires, de diversification. Champs-Rousse s'inscrit pleinement dans cet objectif, avec dans un premier temps l'aménagement du site sommital de la Croix, avec passerelle himalayenne, des belvédères, un cheminement piéton, un espace de pique-nique. Derrière, on a connecté bien sûr la plus longue tyrolienne à pylône du monde, qui a été mis en service au mois de juin 2023. C'est un équipement qui fonctionne à l'année, la tyrolienne? Oui, tous ces équipements fonctionnent à l'année. On avait, je dirais, c'était en période d'observation sur le site sommital de la Croix, sur l'ouverture hivernale de la passerelle. On l'a fait cet hiver. Aujourd'hui, on est convaincu comme quoi ces activités, il faut qu'elles soient ouvertes tout au long de l'année. On est sur la diversification, bien sûr. On est tout de suite, on va attaquer d'ici 15 jours, 3 semaines, un nouvel équipement. C'est une luge sur rail 4 saisons. Luge d'été? Non, c'est même pas luge d'été, c'est 4 saisons. Voilà, un luge sur rail 4 saisons. Avec aujourd'hui, il faut qu'on soit réactif. On se doit de proposer à nos clients des activités complémentaires au ski, des activités toute l'année. Donc ça fait partie de cette transition et de ce qu'on veut mettre en place sur Champs-Rousse. Alors Champs-Rousse n'est pas encore sur la carte des Jeux Olympiques 2030, hein, j'ai bien regardé. En revanche, vous avez un projet qui est lié à l'olympisme. Oui, tout à fait. En fait, ça rentre dans un projet d'aménagement global. Je parlais du site sommital de la Croix, qui va devenir à très court terme une des destinations phares sur notre site de montagne. Et c'est la réhabilitation sur le site de la Croix d'un ancien bâtiment Météo France et qui va devenir une future maison de l'olympisme. Frédéric, merci. Nous allons suivre tous ces dossiers, tous ces chantiers. Je vous souhaite une bonne saison d'été. Quant à nous, nous allons faire un petit clin d'œil à nos confrères du Dauphiné Libéré en parlant de TechUnFest 2025. Petit clin d'œil de ski chrono à la maison mère Dauphiné Libéré. Je suis avec Georges Bozy, cofondateur de TechUnFest. Georges, qu'est-ce que fait le cofondateur de TechUnFest à Mountain Planet? Il prend beaucoup de plaisir déjà. Et effectivement, Laurent, si on est sur Mountain Planet, vous le savez, c'est parce qu'au Dauphiné Libéré, au-delà de TechUnFest, on a Direct Entreprise, bien sûr, la newsletter et le média aussi, que l'on peut retrouver tous les 15 jours avec le Dauphiné Libéré. Et il ne vous a pas échappé à vous que Mountain Planet, c'était le rendez-vous des entreprises liées à l'économie de la montagne. Donc on a forcément énormément de sujets à foison et on y voit des choses qui nous interpellent. On y voit des changements en profondeur et comme vous parliez de TechUnFest, on voit aussi que dans la montagne, la tech prend une part très très importante et que forcément on a un intérêt à regarder ce qui se fait, ce qui évolue et comment on peut avoir une cohérence aussi in fine pour revenir à TechUnFest entre la montagne et TechUnFest. Alors on va se projeter en 2025, TechUnFest numéro 2. Oui. Les dates, ça va être 5 et 6 février. 5-6, Voilà. Alors petit changement mercredi et jeudi. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer que ce TechUnFest numéro 2 aura un parfum un peu plus montagne? Alors, on ne va pas l'imaginer, on va essayer de lui donner un parfum un peu plus montagne parce que d'abord, c'est notre environnement. Hein, on vit, nous, entourés, on vit avec la montagne, on vit à la montagne, tous autant qu'on est. Et même si TechUnFest n'est pas un événement qui est centré
sur la région, puisque sa vocation est d'être nationale, voire internationale. On ne peut pas échapper à la thématique et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tech imprègne absolument toutes les sphères de l'économie et inévitablement quand on vient ici, Mountain Planet, on voit que toutes les évolutions fines, toutes les solutions innovantes, elles passent par la tech. La tech, c'est quoi? C'est la capacité qu'on a à améliorer un équipement, tout simplement. Quand on voit Petzl, pour citer quelques marques que l'on connaît, quand on voit la finesse de leur système de sécurité, au-delà des lampes que l'on connaît tous, on voit qu'il y a beaucoup de tech, il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup d'ingénierie. Donc inévitablement, sans parler de start-up, et il y en a qui travaillent sur la montagne, ne serait-ce qu'à la décarbonation. Vous voyez, c'est un enjeu de territoire énorme. Eh ben, on ne peut pas ne pas parler de tech, ou on ne peut pas ne pas parler de montagne sans parler de tech, si vous voulez. Alors nous serons là les 5 et 6 février. On va laisser Georges et ses équipes travailler et nous allons nous retrouver pour clôturer cette spéciale Esprit Montagne à Mountain Planet. Nous achevons notre petit tour sur Mountain Planet ici dans l'œuf Poma des années 60. Nous espérons désormais que vous en savez un peu plus sur les enjeux de la montagne de demain. Rendez-vous pour des aventures en mode été et gardez bien l'esprit montagne. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.